Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale Monaco-Angers, cette vidéo pour la petite préparation de ce match, pour voir un peu les pronos ASM que j'ai pu saisir. On va parler du coup un peu de la compo, des résultats attendus, puis les quelques petites questions qu'il y a pour ce jeu. Et bien sûr, comme d'habitude, on va commencer par regarder un petit peu le match précédent, qu'est-ce que j'avais pu dire et où est-ce que combien de points j'ai pu remporter avec les prédictions que j'ai pu vous faire en vidéo. Voilà, donc 15 points de remportés, principalement parce que j'avais pronostiqué la victoire de Monaco. Quand on regarde, j'avais indiqué un 0-2 en disant que Lorient est une équipe qui inscrivait quasiment jamais de but, il y avait beaucoup de mal en plus à domicile. Bon, on a vu qu'on en a quand même encaissé deux. C'est vraiment preuve qu'on a vraiment de très gros problèmes défensifs. Encore une fois, on a donné un ballon. Encore une fois, on fait une erreur et on la répète quasiment à chaque match. Celle-ci, elle paraît impossible à éviter. C'est incompréhensible qu'on fasse toujours ce même genre d'erreur. C'est très rare qu'on prenne des buts sur des actions construites de l'adversaire. À chaque fois, c'est toujours les mêmes types de buts. On va faire une mauvaise relance, on va donner le ballon à l'adversaire, on va ouvrir et à chaque fois on se fait punir. Voilà, ce qui est très triste. En plus, on n'a pas forcément des gardiens qui sont capables de nous sortir des arrêts un peu extraordinaires. Bon, il n'est pas non plus incriminé sur ce but-là, Manonet. Mais bon, il y a des gardiens qui vont nous sortir des super arrêts contre nous. On aimerait bien que notre gardien le fasse aussi, qu'on se trouve comme ça, qu'on fait des erreurs. Voilà, bon, après le deuxième but, clairement, il est pour Manonet. Il fait vraiment une faute en relâchant le ballon, en mettant 10 ans à se relever. Et bon, forcément, le deuxième but est là. Après, heureusement, du coup, notre équipe est très offensif et a réussi à inscrire 5 buts, bien aidé par le carton rouge, ça c'est sûr. Je pense que jamais on arrive à être aussi offensif si on n'a pas le carton rouge qui nous donne un bon coup de main, parce que avant ça, c'était très compliqué dans le jeu, on avait vraiment du mal et ça nous a beaucoup aidé. Après, tant mieux, parce que bon, ça prouve qu'on a des joueurs qui sont très impliqués, qui offensivement, on est aussi capable d'aller chercher des buts, faire des belles actions en espérant qu'il ne faille pas à chaque fois qu'il y ait un carton rouge en face pour que ça se débloque comme ça. Ça fait plaisir bien sûr aussi de voir nos remplaçants qui ont inscrit des buts, surtout bon Golovin, mais s'il inscrit un but très très rapidement, mais c'est bon pour son moral et pour son retour. Pour Diop aussi, du coup, qui n'est pas titulaire sur ce match-là, un peu dans l'incompréhension. C'est vrai que Goebbels ça a vraiment rien apporté. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, pour moi, il n'a pas été titulaire, encore moins sur ce poste-là. Voilà, il rentre, Diop, et il met un but, comme ça pousse à ce qu'il puisse continuer à être titulaire, qui pousse à faire sa progression cette saison. Voilà, donc bon, forcément, pas de point pris sur les scores. Forcément, personne n'avait vu les 5 buts de Monaco. Très peu de personnes ont vu les 2 buts de Lorient. Voilà, tout ce qui compte, c'est repris 4 points. Concernant la compo, j'étais parti sur vraiment le 11 classique, comme quasiment tout le monde. Bon, de toute façon, la majorité des joueurs ont eu 9 points, personne n'a eu plus. C'était quasi impossible de voir Goebbels. Sidibé, je l'avais un peu annoncé dans la vidéo en disant que c'était possible, quoi. C'était compliqué à savoir entre Ballo-Touré et Enrique. Sidibé, ça tourne tellement que c'est pas évident de trouver le bon cheval. Voilà, bon, cette fois-ci c'était Sidibé, on verra bien qui ce sera sur le prochain match. Concernant les questions sur la possession, c'était assez simple de savoir que Monaco aurait la possession. Monaco est une équipe de possession, Lorient est une équipe qui la laisse volontiers. En plus, il y a eu le carton rouge, donc ça a vraiment favorisé ça, 60% de mémoire, donc les 55 étaient assez simples à trouver. Puis concernant les deux autres questions, j'avais partagé, un peu coupé la poire en deux en disant je vais prendre Voland dans homme du match et dire que ce sera plutôt Ben Yedder qui restera le joueur le plus décisif de l'équipe, en disant du coup ça devrait pouvoir répartir un peu les points. C'est ce qui s'est passé, voilà. Et puis bien content du coup que ce soit Voland qui soit homme du match, que ça m'en fait un quatrième cette saison. C'est jamais simple à arriver à trouver cet homme du match. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus sur ce point? Que oui, j'ai bien cru que Golovin allait rafler la mise, qui du coup il n'est pas très loin d'être l'homme du match aussi sur ce match. Il y a vraiment de très très bonnes notes qui ont été attribuées en tout cas par Twitter. Donc du coup ça lui a fait une très bonne moyenne. Il était pas loin d'être l'homme du match en ayant joué très peu. Voilà ce qu'il en est, du coup 15 points récupérés, une 39e place. Voilà, il n'y a pas grand monde qui a fait plus de points, mais tout le monde a fait quasiment les 15 points, donc ça n'a pas changé grand chose, en tout cas pour moi. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a le chat était HS, il l'est toujours. Même si j'ai trouvé enfin la solution, maintenant, il faut que je la mette en place et que je corrige deux trois petits trucs. En tout cas, ça devrait être bon pour les prochaines vidéos, j'espère en tout cas. Voilà, maintenant on va pouvoir parler enfin du match qui nous intéresse, le match de ce soir, le match très 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 compliqué pour moi contre Angers. On joue face à une équipe qui rentre
en très grande forme actuellement, qui en plus fait des résultats à l'extérieur, qui fait des résultats contre les gros, parce qu'ils sont allés chercher des grosses équipes. Angers, c'est la troisième équipe à l'extérieur, donc vraiment une équipe qui fait du bon résultat. Ils ont 5 victoires déjà à l'extérieur, c'est pas mal quand même sur 9 matchs, seulement 2 défaites. Ils sont allés chercher des points à Rennes, à Lens, à Lille, à Marseille. Donc vraiment que des grosses équipes du haut de tableau et ils vont aller chercher les résultats. En plus, c'est une équipe qui ouvre le score assez rapidement. C'est surtout sur la première mi-temps qu'ils arrivent à inscrire les premiers buts et à sceller le sort du match. Qu'après, ils sont très compliqués du coup à aller chercher, même ne serait-ce que l'égalisation. Voilà, donc sur leurs 7 derniers matchs, c'est une seule défaite. Donc vraiment, l'équipe vraiment en forme. Et à contrario, bah, Monaco, c'est plutôt une équipe qui oscille entre des matchs corrects et des matchs mauvais. Voilà, pas bon match, je dirais pas jusqu'à la main en tout cas. À domicile, certes, on est cinquième, c'est parce qu'on a eu un très bon début de saison. On est quand même sur une défaite contre Lens et un match nul contre Saint-Etienne. Même si certes, s'il y a des circonstances contre Saint-Etienne, ça reste deux mauvais résultats à domicile, des points perdus clairement. On sort d'une victoire à Lorient où c'est grâce au carton rouge pour moi qu'on arrive à être aussi bon, sinon ça aurait été un match très compliqué. Je pense peut-être qu'on aurait réussi à gagner sur un 3-2, mais voilà, c'est toujours pas ça qui nous rassure. Malgré la petite pause, bah, nos joueurs ne sont pas réparus au niveau qu'ils étaient sur le début de la saison, quand on a fait notre bonne petite série. Donc voilà, pour moi, un match très compliqué. Franchement, je vous avoue que j'ai même hésité à savoir si Monaco ne perdrait pas ce match, parce que je vois vraiment Angers très très bon sur une bonne série. Je les vois pas du tout avoir peur ou être impressionnés par nous, et je les vois vraiment nous rentrer dedans dès le début du match et nous faire très mal comme ils le font habituellement sur leur match. Voilà. Donc sur le score, j'ai hésité un petit moment à savoir sur quoi je partais. Et du coup, je suis parti sur le 2-2. Le sur match nul. J'hésitais avec le 1-1 aussi, mais du coup, c'est vrai que je vois plutôt une équipe de Monaco qui encaisse très facilement des buts et qui, offensivement, marque quand même beaucoup de buts, surtout à domicile. Donc voilà, plus partant sur le 2-2 sur ce match-là. Bon, beaucoup de personnes voient la victoire de Monaco. Forcément, hein, quand c'est son club de cœur, on a plus facilement envie de voir la victoire de son club. Ce serait un très très beau coup. En tout cas, ça ferait vraiment plaisir que Monaco gagne ce match, parce que là, pour moi, ça reste une grosse équipe de notre championnat actuellement, parce que c'est une équipe qui fait vraiment de très bons résultats contre les gros en plus. Donc, aller chercher des points contre eux, ce serait très très bénéfique pour nous, pour notre morale, surtout pour les échéances qui sont à venir, parce qu'on n'a pas des matchs simples non plus à enchaîner. Donc, ce serait vraiment la bonne chose. Le match nul serait déjà pas un mauvais résultat contre eux. Et je vous dis, franchement, ça ne m'étonnerait pas de voir Angers aller venir nous chercher une victoire 0-1 ou 1-2 sur ce match-là. Donc, très compliqué à pronostiquer ce match, et on va pouvoir voir que du coup, bah, même si on part sur le 11 maintenant, bah, c'est pareil, c'est assez galère. Là, je vais pas vous le dévoiler tout d'un coup comme les autres semaines, euh, parce que ça paraît être logique qu'on va sortir le même 11, parce que pour moi, il y a plein d'interrogations. Alors, on peut même pas trop se baser sur les médias, parce qu'aujourd'hui j'ai pas fait mon petit tweet habituel sur les médias, parce que du coup j'ai attendu très très longtemps la compo de l'équipe avant d'apprendre que du coup bah ils avaient des petits soucis qu'ils les avaient pas faites aujourd'hui a priori. Donc en fait on a que la compo de Nice matin. Et du coup le premier poste c'est le poste de gardien, et on peut se poser des questions, parce que est-ce que Mannone va poursuivre, ou est-ce que Lecomte qui est dans le groupe va reprendre sa place de titulaire. Pour moi le discours qu'a pu avoir Kovac sur l'interview d'avant-match, il n'est pas très clair, il dit déjà que c'est un secret, il veut pas répondre directement, il dit qu'il verra, il avisera en fonction de l'entraînement d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, après le journaliste qui était sur place a tweeté comme quoi Puri il serait titulaire, le compte. Mais à côté de ça, du coup, il me semble que c'est un journaliste de Nice Matin, et Nice Matin indique que c'est le Mannone qui sera titulaire. Donc du coup, c'est un peu compliqué à savoir. Moi, je pars du principe que si le compte est dans le groupe, c'est doit être pour être titulaire, sinon je vois pas trop l'intérêt. S'il n'est pas apte à jouer, pourquoi il serait du coup dans le groupe? Il n'y a pas d'intérêt. Même si un gardien, certes, il rentre pas, mais s'il est sur le banc, c'est qu'à n'importe quel moment, il est censé pouvoir rentrer. Même au bout de 2 minutes, si Manon se blesse, il doit pouvoir rentrer. Et s'il n'est pas apte, du coup, bah, il nous pénalise encore plus. Déjà, quand on perdrait un changement, en plus, on aura un gardien qui serait pas apte. Donc, pour moi, s'il est dans le groupe, c'est parce qu'il va être titulaire. Voilà, ça semble être le plus logique, mais franchement, je suis plus à dire que c'est dit 55% pour le compte et 45% pour Mannone. Là, ce sera un peu la surprise. Là où je pense qu'il n'y a pas de surprise, par contre, bah, c'est pour Aguilar. Il a fait un bon match contre Lorient. Bon, ça reste le titulaire du poste, et on a bien vu que même sa concurrence qui est SIDB pour l'instant, c'est plus sur l'autre côté qu'il joue. Donc voilà, pas de souci pour moi de ce point de vue-là. C'est un des postes assez sûr. L'autre côté, là, à mon avis, on va retourner sur la même chose que j'ai dit précédemment. On va avoir trois joueurs qui peuvent jouer, lequel va être titulaire.
la logique voudrait peut-être que ce soit Enrique qui retrouve une place titulaire. Après, Sidibé fait un match correct, qui est pas mauvais. Il a fait une passe décisive en plus. Euh, Enrique était vraiment dans le mal sur les précédents matchs, donc je pense que Kovac a voulu essayer quelque chose d'autre. Et vu que ça séduit, Sidibé fait pas partie des fautifs sur les buts qu'on a pu encaisser. Offensivement, il a été plutôt bon. Donc je pense qu'on va continuer avec Sidibé sur ce match-là, même si ça fait enchaîner 2 matchs en une semaine pour un joueur qui n'a pas non plus enchaîné beaucoup de minutes sur toute la saison. Voilà, je vais partir sur Sidibé, mais là aussi, je pense que Enrique est potentiellement un titulaire aussi. Ballo Touré, beaucoup plus en retrait par contre. La défense centrale, bah, c'est là aussi qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas forcément qui sera titulaire. On a eu Dissassi qui est sorti a priori pour une petite gêne musculaire, parce qu'il n'y a pas de raison forcément qu'il sorte sur la mi-temps. Et en plus, on a Maripane qui rentre, qui nous met un but et qui fait une passe décisive et qui nous fait une bonne mi-temps. Du coup, ça fait poser des questions. Qui c'est qui va être titulaire? Qui c'est qui va être remplaçant sur ce match-là? Et lequel va du coup tourner entre les trois joueurs qu'on a? Moi, je suis parti sur une charnière du coup. Qui serait Badiachil Maripane. En pensant que Dissassi a une petite gêne musculaire et que du coup bah, il sera peut-être un peu mis de repos pour pouvoir être titulaire pour le prochain match le week-end prochain pour éviter du coup de trop tirer dessus tout de suite pour pas... je pense qu'il est apte à jouer mais du coup on préférera peut-être le laisser reposer pas non plus qui rechute simplement. Donc voilà, à choisir, je vais prendre Maripane qui pour moi devrait être titulaire vu qu'il fait une très très belle rentrée. Normalement, Kovac a toujours dit que les joueurs qui faisaient des bonnes perfs et qui étaient bons plus à l'entraînement, bon, même si on voit pas l'entraînement, normalement étaient après titulaire dans les matchs d'après. Donc voilà, je pense que Maripane sera titulaire. Par contre, entre Dissassi et Badiachil, là, j'avoue que c'est assez compliqué. Donc voilà, il faut bien faire des choix. On verra bien si ceux que j'ai faits sont payants ou pas. Après, on va pouvoir remonter beaucoup plus vite le terrain, parce que de toute façon, Golovin, on sait qu'il va être remplaçant. Il l'a annoncé directement Kovac comme quoi il ne serait pas titulaire malgré sa très très belle entrée. Il faut y aller progressivement et je l'avais dit sur le match d'avant, ça paraît très très logique qu'il ne soit pas le titulaire. Setch n'étant pas là, Florentino semble être le joueur qui a le Covid, qu'il est là, pas encore là aussi. Certes, Matazo revient, mais bon, je ne pense pas qu'il aille chercher une place de titulaire tout de suite. Donc pour moi, on va retrouver la fameuse charnière qui sera Fofana-Chouamini. Au-dessus, bon, on va arrêter l'épisode Goebbels. Hein, je pense que cette fois, on a bien compris que le joueur en forme et qui était le meilleur sur ce poste-là, c'était Diop. Donc pour moi, on doit retrouver Diop titulaire. Tant que Golovin n'est pas à 100%, il n'y a pas de raison qu'on sorte Gelson non plus, ou Diop. On ne sait pas encore qui est-ce qui va un peu payer la titularisation de Golovin à venir. Donc pour l'instant, pour moi, on fait jouer ces deux joueurs-là, surtout qu'on a un gros match, on n'est pas contre une équipe du bas de classement où on peut faire un peu tourner. Là, on a à domicile, il faut absolument les 3 points pour rester collé avec les grosses équipes. Donc, on doit sortir les deux meilleurs joueurs sur ces postes-là, qui seront du coup Gelson et Diop. Et en attaque, bon, je ne pense pas qu'il y ait de rotation spécialement. Voland marche sur l'eau actuellement, on va pas s'en passer, c'est sûr. Ben Yedder est dans le dur, mais vu les discours de Kovac pendant la conférence de presse, il dit comme quoi c'est un joueur qui est notre meilleur joueur, qui est un buteur, et du coup, même s'il est en ce moment dans une mauvaise passe, il fait tout pour aller inscrire son but. Donc je rappelle que les stats, il en a à 12 matchs sans avoir mis un but dans le jeu, ce qui commence à être assez important, et j'espère qu'il a l'écro, qu'il va vouloir aller nous les mettre, ses buts, et qu'il soit dans les buteurs, parce que du coup, bah, forcément, je vais le mettre un peu plus bas dans les questions sur le match pour mes pronostics. Bah, du coup, on va passer sur les questions maintenant. Est-ce qu'il y aura un but d'un remplaçant? Je trouvais cette question assez un peu marrante parce que du coup sur le match d'avant c'est les remplaçants qui ont un peu tout fait. Donc j'ai lancé cette question et assez content de voir que les résultats étaient vraiment partagés avec du 50-50. Ça fait toujours plaisir de trouver des questions où les points sont répartis entre les joueurs. Du coup bah, je suis allé faire une petite étude quand même pour savoir ce que je devais répondre sur cette question. Et du coup j'ai vu que Monaco sur les 7 derniers matchs il n'y a que à Lorient où du coup bah, forcément on a eu les remplaçants qui ont mis un but et à Lille où c'est Pellegrini. Donc sur les 7 derniers matchs avec 2 matchs où ça s'est passé. Et du côté de Angers, il y a un seul match où il y a eu un but par un remplaçant, c'est contre Lorient aussi, il y a 7 matchs de ça. Voilà, comme j'ai dit, Angers, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts dans la première mi-temps, donc c'est pas les remplaçants qui marquent. Donc voilà, donc ça fait 3 matchs sur un ensemble de 14 matchs pour les deux équipes, donc ça semble normalement être un non. Donc moi, c'est la réponse que j'ai choisie, c'est de mettre non, ce qui semble le plus logique statistiquement. Après, bah, forcément, on sait jamais, sur un match très très serré, les remplaçants peuvent apporter des fois des solutions, donc c'est possible. En tout cas, moi, c'est la réponse que j'ai mise sur ce match-là. La réponse qui ne veut pas s'afficher apparemment. Hop.
Voilà. Ensuite, la deuxième question, est-ce que Golovin va être décisif? Donc, parce qu'il a une grosse hype en ce moment, c'est pour ça aussi que j'ai mis cette question-là. Ça me semblait assez marrant de la poser, vu qu'il a des superbes notes. J'ai vu de nombreux 9 et 10 sur son match, il faut un peu arrêter, quoi. C'est une belle performance, une belle entrée en jeu, mais non plus, il n'a pas changé le cours du match complètement. C'est pas un 10 pour moi, c'est une note extraordinaire. C'est un match qui est historique et qu'on se rappellera de toute la carrière du joueur. Ce qu'a fait Golovin, c'était très très bien. On n'en est pas non plus à ce niveau-là. Donc, la hype est peut-être un peu trop grosse pour un joueur qui en plus a bien profité sur son but du fait qu'il rentre en jeu et que personne ne le marque. Et du coup, c'est ce que a dit Diop de mémoire en conférence, c'est que du coup, il a demandé à Sidibé de tout de suite jouer sur lui parce qu'il était démarqué, ce qui lui a permis du coup de pouvoir enchaîner sa frappe très facilement et de mettre son but. Voilà, donc pour moi, je réponds non à cette question, tout simplement parce que d'une, bah, il va être remplaçant, donc statistiquement, c'est déjà beaucoup plus compliqué d'être décisif dans le match si on ne joue qu'une demi-heure. Et deuxièmement, bah, Golovin est un joueur qui statistiquement fait une action décisive toutes les 310 minutes. Donc c'est pas un joueur qui est ultra décisif, on parle pas d'un attaquant, on parle d'un milieu offensif qui en plus n'a pas des statistiques affolantes à l'AS Monaco. Donc voilà, là il a fait son match, il a déjà mis un but qui l'enchaîne sur un deuxième match. Statistiquement c'est peu probable. Donc voilà, je réponds non là-dessus. Et concernant du coup le Monégasque match, bah, je l'ai un peu dit tout à l'heure, je pense j'aimerais surtout que enfin Ben Yedder se réveille et nous sorte un peu les doigts de son cul. Hein. Désolé d'être un peu pas poli là-dessus, mais ouais, c'est temps qu'il se réveille vraiment, qu'il nous mette des buts, qui deviennent décisifs. Que certes, on a d'autres joueurs qui en ce moment enchaînent et font de très belles performances, hein, comme Diop et Voland, mais on a besoin que notre meilleur joueur lui aussi soit au niveau, parce que du coup, si lui aussi pouvait être à son niveau, ça nous ferait vraiment une très belle attaque et le danger pourrait venir de partout. Alors certes, bien sûr, il est très surveillé par les défenseurs adverses. Hein, là-dessus c'est sûr, mais il y a besoin qu'il mette du but pour lui, pour nous aussi dans ce match. Voilà, donc je rechoisis. Ça fait quelques temps que je n'avais pas choisi Ben Yedder, donc de retenter. Il m'a fait perdre beaucoup de points sur cette question-là, donc j'espère qu'il sera monégasque du match. En tout cas, les votes, en tout cas, il en a de moins en moins. Parce qu'attends, il était à 40% des votes qui étaient sur lui. C'est de plus en plus bas. Il est presque plus le joueur qui a le plus de votes sur les hommes du match. Voilà, bah, du coup, si vous avez des questions à me poser sur ce match, même qui tourne autour du club, il n'y a pas de souci, je suis prêt à y répondre. Allez-y dans le chat. C'est vrai que j'ai pas posé la question Twitter, s'il y en a qui voulaient me laisser des questions. En tout cas, posez-les dans le chat, il n'y a pas de souci, j'y répondrai, même si elles ne s'affichent pas, je les retranscrirai à l'oral, bien sûr. Voilà, en tout cas, pour ce qui est du coup, bah, pour l'instant, voilà, en attendant que si certaines me posent des petites questions, voilà ce qu'il y en est des pronos qui ont été saisis pour l'instant. Donc vous pouvez le voir, du coup, il y a beaucoup de difficultés à découvrir qui sont les titulaires, même s'il n'y en a pas beaucoup qui tournent sur au niveau de la défense centrale, on est plutôt à 60%, c'est assez réparti. Les trois, vous voyez, 10 à 6, 70%, 70% Maripane, 60 pour Badiachil, ouais, c'est vraiment très serré. Sidibé par contre voilà n'a très peu de votes et Manonnet non plus que 17, donc pour vous c'est un peu plus sûr qu'il soit titulaire. En tout cas on peut voir du coup que la majorité des supporters visent une victoire 2-1, bon, ce qui est le score assez classique sachant qu'on n'a pas une défense vraiment très solide, donc c'est assez souvent qu'on encaisse un but, donc c'est ce que les supporters pronostiquent le plus régulièrement. Très peu de défaites quand même, mais après c'est l'effet domicile, l'effet supporter forcément. On a l'habitude. Voilà, oula, déjà pas mal de questions. Qui peut être suspendu en cas de carton jaune? Bah écoute, je vais ouvrir mon fichier pour regarder ça. C'est vrai que on a eu le groupe tellement tard que du coup, bah j'ai pas fait le petit fichier que je fais habituellement sur les groupes pour indiquer un peu les joueurs qui étaient pas présents, pour quelles raisons, et lesquels sont susceptibles d'avoir des suspensions en cas de carton. Du coup, c'est vrai que c'était un peu tard, j'avais pas le temps de le faire. Alors si je regarde mon fichier en même temps. Donc on a Diop, du coup c'est son dernier match, c'est son 10e match où il peut avoir un carton pour le suspendre, s'il en a déjà eu deux. Voilà. Donc il est potentiellement suspendu s'il prend un jaune. On a Aguilar aussi, qui lui en a pris deux dans les 4 derniers matchs. Et bien sûr, on a toujours Dissassi qui lui est en sursis après son carton rouge. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc c'est vrai que j'avais un peu râlé sur Chouameni le fait que du coup il pouvait être suspendu par rapport à son dernier match et du coup qu'il avait pris en plus son carton jaune sur ce match-là. A priori, un sursis commence dès le match de suspension. En fait, c'est les 10 prochains matchs du club. Donc même si le joueur est suspendu pendant 1 ou 3 à 4 matchs, du coup, ça compte quand même dans son sursis. Voilà, c'est chose que je ne savais pas. Je pensais que c'était vraiment 10 matchs où le joueur pouvait jouer, où il ne devait pas prendre de carton. Non, c'est les 10 prochains matchs du club où le joueur ne doit pas prendre de carton, même s'il ne joue pas.
Voilà, est-ce que le schéma du début de saison n'était pas le meilleur? Quand on jouait du coup en 4-3-3, je pense que Voland est bien meilleur au poste qu'il est maintenant, quand il est beaucoup plus proche de Ben Yedder. Ben Yedder l'aide beaucoup, même s'il n'est pas buteur, Ben Yedder est quand même passeur. Il a 4 passes décisives. Il y en a beaucoup qui sont pour Voland. Je pense que c'est le meilleur schéma, c'est un meilleur schéma en tout cas que le 4-3-3. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas, au niveau des milieux de terrain, c'est que Golovin commence seulement à revenir, Fabregas est encore blessé. C'est deux joueurs qui sont un peu essentiels si on veut jouer un milieu à 3. Donc c'est peut-être pour ça qu'à mon avis, on ne rejoue pas avec ce schéma-là. Puis vu que ce schéma nous avait un peu embourbé dans le classement et que dès qu'on a été passé au 4-4-2, on avait réussi à refaire des résultats, je pense que c'est pour ça non plus qu'on n'y retourne pas. Qu'est-ce que je pense de Pietro Pellegrini? Est-ce que ce que je pense sur lui en général ou est-ce que ce que je pense de lui comme titulaire aujourd'hui? Je trouve que c'est un bon jeune qui a fait de très belles performances sur ses premiers matchs qu'on a vus avant ses blessures et je trouve que depuis son retour, c'est un peu comme Jovetic, je trouve que ce qui montre sur les quelques minutes qu'il joue, c'est pas. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'intensité, je le trouve beaucoup moins rapide qu'avant, un peu balourd sur le terrain, un peu à vouloir absolument marquer son but, parce qu'il lève pas la tête sur des fois, sur des actions où il va s'entêter à vouloir frapper alors qu'il pourrait passer le ballon. C'est un peu dommage. Je pense que lui aussi sent qu'il a perdu beaucoup de temps avec le club et qu'il veut du coup absolument du coup mettre des buts, se faire voir pour essayer de retrouver un peu le niveau qu'il avait au début quand il est arrivé. Mais après, ça reste un très bon joueur d'avenir. Il faut lui laisser le temps, peut-être comme Diop. Hein. Diop, ça a été compliqué sur les deux premières saisons et qu'il lui a fallu du temps pour arriver à s'adapter et qu'on voit le niveau qu'il atteint maintenant. Je pense que Pellegrini, ça va être à peu près la même chose si on lui laisse du temps de revenir petit à petit. Il peut faire très très mal et c'est sur un joueur sur lequel on compte. Après, comme je l'avais dit, un prêt pourrait être peut-être pas mal pour lui pour qu'il puisse avoir du temps de jeu et puis progresser. On a un trou au milieu, le retour du milieu à 3 est une fatalité. C'est vrai que le milieu à 2 en ce moment, Fofana Chouameni, franchement, c'est vraiment très très compliqué. On a vraiment du mal, on a du mal à tenir le ballon. Il y a beaucoup d'erreurs qui partent du milieu de terrain. Et du coup, notre défense derrière n'arrive pas à colmater les brèches et on se prend des buts facilement. Peut-être qu'il faudrait revenir à un milieu à 3. Ça a été compliqué au début de saison et je pense que tant que Golovin et Fabregas ne sont pas disponibles, c'est dur de revenir sur un milieu à 3. En plus, Fiorentino n'est pas là pour faire en plus une sentinelle basse. Je vois mal Diop ou Gelson ou même Voland ou Jovetic qui sont vraiment des 10 qui jouent beaucoup plus haut sur le terrain, être dans le milieu à 3. Peut-être Diop, mais c'est vrai qu'on l'a très rarement vu dans ce rôle de 10 qui semble pourtant être un peu son poste où il a été formé. Voilà, donc je pense qu'en fait on ne retestera pas ce système tant qu'on n'aura pas vraiment tous les joueurs disponibles. Mais bon, ce qui montre les faiblesses de notre effectif, c'est que du coup, on a quand même très très peu de joueurs sur ces postes-là. Le problème vient, à mon avis, surtout de Florentino. On attendait vraiment un très très bon joueur sur ce rôle-là, parce que c'était vraiment un poste important où il fallait recruter un très bon joueur. Et ben, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose de lui et c'était pas très intéressant. Donc ça, je suis un peu triste quand j'entends dire que le club ne souhaite pas recruter à ce poste-là. Je trouve qu'il y a un manque. Alors certes, on va avoir deux joueurs qui sont blessés qui vont revenir, mais est-ce que ça va suffire? On verra bien. On met moins d'intensité, moins de possession, les latéraux jouent plus bas que de la fatigue ou bien un choix de quoi. Pour moi, c'est la fatigue. Pour moi, c'est ce que je dis depuis un bon moment, c'est qu'on enchaîne avec le même 11. Bon, encore là, ça tourne un petit peu, mais on a enchaîné pendant tellement longtemps sur le même 11 qu'à force, ils se fatiguent les joueurs et ça se voyait sur le terrain. On avait beaucoup moins de pressing que ce qu'on pouvait faire au début de saison, qui était très intensif et on récupérait beaucoup de ballons. Là, ça se fait beaucoup moins. Les fins de match sont des fois très compliquées. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de fatigue sur nos joueurs, en espérant du coup que la petite trêve leur a fait du bien et qu'on retrouve un peu des joueurs en plus grande forme. Après, comme j'ai dit, le fait de jouer toujours avec les mêmes joueurs, toujours la même tactique, c'est très simple à lire pour les adversaires sur les analyses vidéo et c'est pour ça aussi qu'on se fait contrer. Les adversaires savent très bien où sont nos problèmes, où sont les défaillances et ils appuient dessus et c'est comme ça qu'on prend des buts bêtes. Euh, donc voilà, c'est pour ça que pour moi je souhaitais qu'on fasse un peu de la rotation, qu'on implique un peu les remplaçants, que tout le monde puisse jouer. Mais après pas non plus faire n'importe quoi comme faire jouer. Autant Sidibé pour moi le choix de le faire jouer était une très bonne chose sur ce match-là. Hein. Bon, que ce soit lui ou Enrique, je trouve qu'il n'y a pas non plus une énorme différence. Par contre faire jouer Goebbels, pas à son poste en plus, là par contre oui c'était beaucoup plus incompréhensible. Je veux bien qu'on fasse de la rotation, mais pas non plus n'importe quoi. Le problème que je mets en avant sur Pellegrini concernant sa vélocité du monde, sa vivacité est identique pour Goebbels. Est-ce dû à une grosse réutilisation du staff avec deux jeunes qui sortent de deux saisons fantômes?
C'est une bonne question, je ne saurais pas quoi te répondre. Je sais pas si il y a eu une grosse. C'est vrai qu'on a vu que Pellegrini a pris pas mal de muscles. Forcément, il a fait énormément de réathlétisation et qu'il a dû faire pas mal. Ça a du coup beaucoup aidé. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont perdu de leur efficacité. C'est vrai qu'on a eu la même remarque sur Goebbels, sur Radio Diagonale. On a beaucoup parlé du fait qu'il était beaucoup moins rapide que ce qu'on avait eu l'impression qu'il était au début. Et que c'est pour ça qu'on ne le voyait plus du tout comme un ailier, mais plus comme un attaquant central. Parce que du coup, on le voyait vraiment moins vif qu'avant. C'est possible que ce soit dû à ça, hein, le fait d'être blessé, du coup, a pu pousser du coup à faire plus de musculation pour un peu plus renforcer leur corps, pour qu'ils soient un peu moins fragiles, pour que leurs muscles lâchent un peu moins et prennent moins de douleurs musculaires. Et du coup, ça a comme contre-effet de moins être rapide. C'est possible que ce soit ça. Mais après, c'est beaucoup moins mon domaine. Là, je ne pourrais pas répondre. Est-ce que Kovac comprend vraiment la Ligue 1? Comme tu dis, les adversaires nous comptent facilement. Bah après, c'est à part l'analyse vidéo qu'il a pu faire avant d'arriver à Monaco, voilà, il a ses débuts, il est en train de voir comment ça se passe. Faut regarder un peu tous les premiers entraîneurs. Ça n'a pas non plus été très simple, hein. La première saison de Jardim n'est pas non plus extraordinaire du point de vue de la Ligue 1. On sort d'une saison extraordinaire avec Ranieri. Il a à peu près le même effectif, même s'il perd très rapidement Falcao. Il a quand même eu un très très gros effectif et il a du mal. Mais bon, on finit troisième cette première saison-là. Euh, on peut voir que Deschamps aussi, quand il est arrivé, il a fait ses premiers matchs en Ligue 1. La première saison est très très compliquée avec lui. Donc je pense que l'approche de la Ligue 1, il faut de l'expérience, il faut du temps. Et si Kovac arrive à faire comme une saison correcte et qu'il puisse rester à la l'AS Monaco, je pense qu'avec le temps, il arrivera mieux à appréhender la Ligue 1, les adversaires, et que ce sera bon pour la suite. Mais oui, comme je l'ai dit, c'est vrai que on arrive assez facilement à lire ses tactiques pour l'instant et on est facilement contrable. Je vois bien Enrique en ailier ou jouer plus direct que Gelson. Moi, le problème avec Gelson, je trouve que c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est qu'il joue à ce moment pas du bon côté, qu'il veut absolument se remettre sur son bon pied et qu'on perd un nombre de contre-attaques très important. Très souvent, il fait l'appel qui est très très bien, il va déborder, il va prendre de vitesse ou être sur la même ligne que son défenseur et plutôt que d'enchaîner une frappe ou un centre sur son pied gauche, bah, il va vouloir revenir sur son pied droit, donc du coup il va temporiser, il va se retourner et il va faire la passe entrée, ça va casser la contre-attaque, ce qui est un peu dommage. Donc c'est vrai qu'il est un peu mal utilisé pour l'instant et il n'y a pas trop de solutions pour le remplacer. Euh, du coup, après, est-ce que Enrique serait meilleur? Là, je demande à voir sur le poste de milieu gauche. Après, je trouve que c'est pas un joueur très offensif. Il nous a pas montré grand-chose, hormis sur son premier match où il fait une très belle passe décisive à Ben Yedder, bon, qui a annulé le but. Mais c'est un peu la seule action vraiment décisive qu'il a fait, Enrique, offensivement. Je sais pas si en termes de milieu, il serait meilleur. Ce serait quelque chose à voir. Goebbels, on a l'impression qu'il a peur de la prise d'initiative. Il accélère plus, il ne dribble plus. Oui, c'est à peu près ça. Un peu le même reproche que je peux avoir à Gelson. Je trouve qu'il dribble beaucoup moins, pas que la saison dernière, mais vraiment de sa première saison, quand il arrivait à Monaco, il driblait énormément. Il avait des feintes de dribble qui étaient assez impressionnantes et ça laissait beaucoup de joueurs sur le côté, bah, alors, les adversaires, quoi. Il arrivait à passer très facilement. Alors, est-ce que lui aussi commençait un peu être vu par les adversaires et qui savent comment le prendre et comment le défendre pour éviter de se faire passer. Donc ouais, je trouve que du coup on a un peu moins ce profil de joueur qui est très vif, très, très technique et qui sait dribbler, qui sait effacer un adversaire très rapidement, que ce soit Goebbels ou Gelson ne le font plus alors qu'ils l'ont fait à un certain temps. C'est un peu dommage, j'aime bien ce type de joueur et ça nous ferait du bien des fois qu'on puisse gagner des 1 contre 1, c'est assez rare ces temps-ci. On prend des coachs avec tout le staff étranger au club, il n'y a même plus de français, il nous manquerait un bon franchouillard de Ligue 1. Ouais, après c'est assez compliqué d'imposer des personnes un peu étrangères à un staff technique. Normalement, ils ont vraiment tous leur propre staff où ils se connaissent un peu tous, qui vont tous dans le même sens. Et du coup, d'avoir une personne qu'ils ne connaissent pas, qui aurait des idées différentes, ça peut faire des conflits. Je pense que c'est pas simple. Je pense que la meilleure solution, c'est d'avoir vraiment le même groupe, le même staff qui vient qui est tout un bloc, rapporter des pièces un peu de partout. On l'a vu, Thierry Henry a essayé de le faire quand il a commencé, parce que du coup, bah, il n'est pas de staff normal. Il a rapporté des pièces un peu de partout. Ça met du temps, à mon avis, à avoir de la cohésion et à que tout le monde aille dans le même sens et ait les mêmes idées. Donc, bon, personnellement, je préfère du coup qu'il ait son propre staff, que ça, il n'y a pas d'excuse à dire oui, mais du coup, il y a des personnes qui m'ont mis des bâtons dans les trous. Voilà, je pense que c'est le mieux.
Entièrement d'accord avec toi sur Gelson Martin, bien plus efficace sur le couloir droit, ce serait plus judicieux de changer Diop et Gelson Martins. Je sais pas pourquoi en fait il y a vraiment ce choix de mettre Diop sur ce côté-ci et Gelson de l'autre. C'est vrai que pour moi il est plus utile sur l'autre côté, donc la théorie que j'avais dit sur un des matchs pour moi, c'est que Aguilar étant beaucoup plus offensif que les deux autres latéraux, que ce soit Sidibé ou Enrique ou Ballo-Touré plutôt à l'époque, plutôt Ballo-Touré et Enrique à l'époque quand je parlais de ça. Vu qu'il est beaucoup plus offensif, on veut contrebalancer en mettant Diop qui est un joueur qui joue plus bas, qui va plus se recentrer, que Gelson qui lui aussi prend l'aile. Je pense que si on a Aguilar et Gelson, on va se retrouver avec deux joueurs qui jouent dans la même zone. Et donc du coup, pour équilibrer l'équipe, on met Gelson sur son mauvais pied de l'autre côté. Voilà. Je pense que on veut en fait avoir une équipe qui est certes en 4-4-2 sur le terrain, mais qu'on est en phase offensive, on se retrouve très très vite en 4-3-3 où Gelson va prendre un côté et Diop va se recentrer un peu plus sur le milieu de terrain pour revenir dans un 4-3 et laisser du coup le côté à Aguilar. C'est pour ça que quand Golovin va revenir, j'ai bien peur que ce soit Diop qui en fasse les frais parce qu'on va peut-être chercher à garder ce même schéma et du coup Gelson est un peu le seul joueur qui est un ailier qui pourrait du coup avoir ce poste-là. Voilà, bah, du coup je vais m'arrêter là pour cette petite mission. Merci à vous en tout cas d'avoir été aussi nombreux, quoi. C'était un live très très plaisant à vivre avec vous, quoi. On était nombreux. Pas mal de questions aussi, ça fait toujours plaisir. Écoutez, bah, rendez-vous après le match avec Radio Diagonale, vu que c'est moi qui serai de la partie avec Damien et Quentin pour faire le débrief, en espérant que ce soit le débrief d'une belle victoire, parce qu'on en a bien besoin, même si moi je vous ai pronostiqué du coup un match nul sur ce match-là, un match nul 2-2, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver en cours et pouvoir un peu les pronostics que j'ai pu saisir. En tout cas, ce sera un match très compliqué. Il faudra surtout, à mon avis, faire très attention dès l'entame du match, parce qu'on a pu voir que la première demi-heure, Angers était très très efficace, et surtout là, ils mettent un but. Et après, du moment qu'ils mettent un but, ça devient très compliqué à aller leur en mettre un. De toute façon, depuis des années, depuis que Moulin est au club, on a vu que c'était une équipe qui était très très solide et qui savait très très bien défendre. Ça a toujours été une équipe dure à manier, à mettre des buts. Donc, il vaut mieux assurer sur ce match-là que de courir après le score. Voilà, en tout cas, bah, bon match à tous et puis à ce soir.